Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur Radio Liberté 92.8 FM et à votre rendez-vous hebdomadaire de l'invité de la semaine. Premier numéro de l'année 2020. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2020. Je vous remercie pour la fidélité et la confiance à vous, auditeurs et auditrices de la Voix citoyenne et en particulier de l'émission L'invité de la semaine. Une année de défis s'ouvre à tous et à toutes. Bonne et heureuse année une fois de plus à chacun de nous. Commençons ce premier numéro de l'année de l'invité de la semaine par cet invité. Il a été instituteur, surveillant général, professeur de lycée et collège de français, membre de la Commission nationale de l'UNESCO, ministre, député, ambassadeur du Burkina Faso au Mali et 2 fois directeur du cabinet du président du Faso. Madame et messieurs, l'invité de ce numéro de l'invité de la semaine est Sané Mohamed Topan. Monsieur Topan, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Oulon. L'invité de la semaine est mise en onde par Tiona Sanogo. Devant ce micro, Atiana Serge Oulon. Alors, pour commencer cette année, déjà, Sané Mohamed Topan, qu'est-ce que vous retenez de 2019 ? Je voudrais, avec votre autorisation, avant tout propos, rendre grâce à Dieu, parce qu'il est au début et à la fin de toutes choses. Rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis, personnellement, pour m'avoir permis d'être avec vous ce jour, en vie, parce que la vie est essentielle. Généralement, on dit que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Rendre grâce à Dieu pour cette invitation au niveau de cette radio, Radio Liberté, qui, à travers vos activités, contribue à la sauvegarde des libertés, de toutes les libertés. Et c'est très important pour un pays, c'est très important pour une république, parce que nous sommes en république. Et à travers vous, l'ensemble de vos camarades, de vos militants et des sympathisants, je voudrais également, avant de venir sur l'année 2019, commencer par un pardon. Le pardon dans toute sa conception, le pardon dans toute sa compréhension. Je demande pardon à l'ensemble des Burkinabés de campagne et de la ville. Je demande également pardon à tous mes prochains, parce que dans le mouvement scout, c'est l'un des devoirs, le devoir envers le prochain. Et je voudrais également lancer un appel à l'entrée de l'émission pour le pardon. Que tous les Burkinabés puissent se pardonner, parce que la religion nous enseigne que sans pardon, même Dieu n'exauce pas nos prières, nos supplications. Il est bon d'aller au-delà des contingences, d'aller au-delà des récriminations, pour qu'on se pardonne franchement et qu'on regarde dans la même direction, qu'on puisse se réconcilier franchement, pour regarder devant, quelle que soit la noirceur de la nuit, elle ne peut éteindre ou émousser l'éclat des étoiles qui sont très loin au firmament. Et ces étoiles-là, c'est notre avenir, ce sont nos enfants, c'est l'avenir de demain. Nous devons aller au-delà des contingences pour nous donner la main, surtout en ces moments précis, pour vraiment l'union des cœurs, afin de faire front dans l'unité à cette adversité qui nous est imposée par des forces que nous n'arrivons pas à déterminer jusqu'à présent. Merci. On va revenir à notre question. Qu'est-ce que vous retenez de 2019 ? Très bien. Pour revenir à 2019, je dirais que ça a été une année éprouvante. Éprouvante à tout point de vue, puisque je faisais allusion à une adversité. Nous avons donc connu des moments sombres. Mais il faut le reconnaître, c'est la réalité. Le Burkina est resté debout. Je voudrais donc m'incliner très modestement et très humblement, pensant donc à tous ceux qui ont été emportés par cette fureur, par cette hargne de nous détruire. Je voudrais, après justement cette inclinaison, encourager les forces de défense et de sécurité qui sont aux aguets, qui sont au front avec détermination, avec courage, pour que notre pays ne sombre pas. Parce que nos aïeux, nos devanciers nous ont enseigné le courage, la bravoure, la ténacité. Et je sais qu'on plie, mais nous n'allons pas rompre. Je suis confiant en l'avenir de ce pays et je voudrais encore penser à cela. Mais au-delà donc de cette période difficile, je me dis, nous avons quand même nous avons remporté quelques victoires. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le pays tient malgré tout. Et ensemble, pas forcément dans la convergence, parce que quand je regarde sur le plan socio-économique, il y a encore des difficultés. L'avenir, je dirais, est jalonné de quelques épines, mais avec un peu d'intelligence, avec un peu de tolérance, on devrait pouvoir
avancer ensemble. Quand je dis sur le plan socio-économique, je pense donc au monde syndical que nous appelons nos partenaires sociaux. C'est vrai, ils doivent œuvrer tous les jours inlassablement pour préserver les acquis des travailleurs. Ils doivent œuvrer à l'amélioration des conditions de travail parce que c'est eux les producteurs. Et sans la production, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de pays. Mais ils doivent comprendre également que le pays est confronté. Vous serez étonné que je dise cela en tant que citoyen, je suis obligé de le dire parce que à la lueur d'un passé très récent, je sais qu'on ne donne que ce que l'on a. Nos ressources sont limitées, mais je sais que les syndicats sont très lucides, ils sont très clairvoyants, mais il faut faire de la pression pour au moins conserver les acquis. Je pense un peu aux indemnités qui seront érodées par l'IUTS si le gouvernement continue le bras de fer, mais cela aussi va amener des difficultés. Je suppose que les uns et les autres, toute raison gardée, sauront se limiter à ce qui est faisable des deux côtés. Et quand je pense également sur le plan politique, je pense à la classe politique, il y a eu un dialogue. C'est vrai, nous n'avons pas les résultats sur le terrain, mais ce dialogue a permis un peu de donner espoir de part et d'autre. Certains actes ont été posés, mais on attend beaucoup plus de l'ensemble des acteurs, aussi bien de l'opposition, surtout du gouvernement, qui a été mis en place après des élections. Et c'est du rôle du gouvernement de tendre la main, de faire en sorte qu'il y ait l'harmonie nécessaire afin que le développement que nous attendons puisse effectivement se réaliser au profit des populations. Parce que le rôle d'un gouvernement, c'est de travailler à satisfaire, c'est de réguler avec un esprit de justice et tout ce qui se fait pour que le secteur privé également puisse apporter sa contribution de façon notable, réguler à travers des lois justes, réguler à travers une sécurité qu'on assure pour que l'investissement qui crée des emplois puisse effectivement venir au niveau du pays. Voilà ce que je peux dire. 2019, ça a été une année éprouvante, mais il y a quelques brins d'espoir et il faut tenir cela. Là, ce sont les souhaits pour 2020. Pour 2020, bien sûr. Vous savez, en matière de souhaits, je ne vais pas m'écarter, je ne vais pas plaisanter parce que votre radio est réputée une des radios sérieuses. Et puis, je n'ai pas en face de moi un jeune Mossi, donc je ne peux pas commencer par la parenté à plaisanterie. Mais je voudrais dire, une année nouvelle, c'est de façon conventionnelle. L'année nouvelle a commencé chez moi par les sacrifices traditionnels le 26 décembre, le Muntolo. Nous l'appelons dans notre jargon le Muntolo. Et c'est le 27 que les gens se sont présentés les vœux de nouvel an. Et il y a une salutation particulière qui dit nous avons été préservés des affres de l'hivernage, parce que l'hivernage, c'est l'obscurité. Et maintenant, on remercie les ancêtres pour que l'année prochaine également, nous puissions nous saluer avec les mains mouillées. Les mains mouillées, ça a une signification, parce que quelqu'un qui est décédé n'a plus les mains mouillées. Et que nous soyons vivants, que nous ayons également les mains mouillées, ça veut dire que nous ayons à manger, que nous soyons à l'aise. Donc je souhaite que l'année prochaine, les Burkinabés puissent effectivement, au cours de toute cette année, les Burkinabés puissent vivre de façon harmonieuse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu nous arme de courage et d'audace, arme effectivement nos forces de défense et de sécurité de courage et d'audace, avec le soutien de tous. Soutien de tous, ça veut dire chacun doit jouer sa partition au niveau de la société pour que nous puissions avoir un Burkina paisible. Donc, année fructueuse à tout point de vue, et il y a des échéances importantes au cours de cette année. Je prie Dieu que chaque acteur soit conscient qu'il a un rôle clé à jouer pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que les élections sont des occasions parfois de dérapage et de crise. Chacun doit être fair play et chacun doit jouer sa partition afin que les élections se déroulent dans la transparence, que ce soit des élections crédibles à tout point de vue et que nous puissions, celui qui va gagner, travailler
et pour le pays. Ce qui est important, c'est pour le pays. Alors, Sané Mohamed Topon, on va revenir à vous, votre carrière. Vous avez débuté comme instituteur, puis surveillant général, professeur de lycée et collège, ministre, député, ambassadeur, 2 fois directeur de cabinet. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jetez un regard sur votre parcours jusque-là? Je voudrais vous remercier, c'est une présentation très élogieuse quand vous citez tout cela, mais je voudrais, avec votre autorisation, dire que je n'ai pas eu l'honneur et le privilège d'être surveillant général, même quand j'étais à la surveillance, j'étais professeur de CEG. Un autre professeur de CEG, plus ancien que moi, était le surveillant général, et je vais rendre hommage à Marius Drabo, qui était professeur de sciences naturelles au lycée Zenda. Et pour des raisons de double flux, on l'avait appelé à la surveillance, et moi j'ai quitté Nouna et je suis arrivé comme surveillant. J'ai travaillé sous son autorité avec les autres au lycée Philippe Zenda Kaboré. Au lycée Philippe Zenda Kaboré en 1984. Et c'est vrai, j'ai été instituteur et je crois que mon cœur est resté en classe. C'est le métier que j'ai aimé le plus parce que j'aime les enfants. Je le dis sans fausse modestie. J'aime les enfants, j'aime tous les enfants. Et à travers le monde, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'enfants dans l'innocence, dans la joie, dans la franchise. Me procurer cette joie également parce que j'ai été chef scout. Donc aussi bien on est scout ce soir, on est scout dans le monde entier, on est scout un jour, on est scout toute la vie. Donc tout ce que je fais est sous-tendu par l'esprit scout. Donc pour dire que j'ai encore beaucoup de joie parce que lorsque je rencontre mes anciens élèves qui sont médecins à Ouaga ici, lorsque je rencontre même au niveau des forces de défense et de sécurité qui sont commissaires de police ou encore qui sont à la douane, et ça me donne vraiment la joie. Et il y en a qui ont pu être inspecteurs. C'était mon rêve d'enfance, inspecteur de l'enseignement primaire. Ça, c'est une confidence que je fais. Tout petit, je rêvais être instituteur, puis un jour inspecteur. Donc c'était la vocation? C'était la vocation, mais malheureusement, l'homme est acteur de son destin, mais parfois, ce que vous souhaitez, ce n'est pas ce qui arrive. C'est pas ce qui arrive. Finalement, est-ce que vous pouvez estimer avec toutes ces responsabilités que votre étoile a brillé? Parce que d'instituteur se retrouver à la présidence du FASO comme directeur de cabinet... Vous savez, M. Houlon, on ne peut pas parler de soi-même. Et ça me gêne de dire que l'étoile a brillé. Si je dis le contraire, vos auditeurs diront, mais qu'est-ce qu'il voulait de plus? Vraiment, je dis et je rends grâce à Dieu, il m'a comblé par toutes ces fonctions occupées qui m'ont permis de m'épanouir personnellement. Je ne regrette pas du tout. Et qui m'ont permis de connaître les hommes, de connaître les hautes personnalités de ce pays, de servir aussi, de servir avec dévouement, je ne le cache pas. Mélégué me le répète toujours. Mélégué Maurice Traoré. Mélégué Maurice Traoré. Ancien président de l'Assemblée nationale. Oui, mais je me réfère à lui en tant que chef. Je lui dois beaucoup. Je dois beaucoup. Dans le scoutisme. Dans le scoutisme. Ce fut mon chef scout. Et il m'a permis d'être chef de patrouille, chef de troupe, commissaire de région, commissaire régional. Et il m'a permis de travailler dans son bureau national pendant 10 ans. Ensuite, moi-même, j'ai été commissaire général lorsque ses fonctions d'ambassadeur l'occupaient à Moscou. Après une élection, j'ai été du commissaire général des scouts, ce qui m'a permis d'encadrer le mouvement sur le plan national et d'avoir des relations au niveau de la sous-région. J'ai été président de notre association au niveau de la sous-région et de parcourir le monde entier pour le scoutisme. Donc, c'est dire que j'ai raté peut-être ce que je voulais, être inspecteur, mais ça m'a permis de faire autre chose et je rends vraiment grâce à Dieu. Alors, on est tenté de vous demander, est-ce la compétence, un concours de circonstances ou tout simplement que vous aviez la bonne carte politique aussi à l'époque? Parce que commencer d'instituteur en province et se retrouver à la présidence, ce n'est pas donné à n'importe quel enseignant du primaire. Non, franchement, je ne crois pas que ce soit forcément la compétence. C'est Dieu qui a mis sa main dans ça. Ce n'est pas la carte politique aussi? Ce n'est pas la carte politique. Parce que vous étiez militant du parti au pouvoir? Non, franchement, ce n'est pas la carte politique forcément parce que lorsque on me proposait comme député, je n'étais pas
pas un militant de première ligne, mais même si j'ai milité au temps de la clandestinité, et ensuite on a créé l'ODPMT. Là, la première députée, c'était la première législature. La première législature en 92. Lorsqu'on me proposait, j'étais à l'époque chef de service des relations extérieures du CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technologique. J'étais responsable des relations extérieures et je me trouvais en Guinée. J'étais en Guinée à un colloque organisé par la BID, la Banque islamique de développement. La Banque islamique. Et c'est quand je suis revenu que j'ai appris qu'on m'a proposé. Et c'est dû en grande partie, je le confesse, au mouvement scout. Le scoutisme nous a permis de travailler avec les scolaires, mais nous avons beaucoup travaillé avec les scouts ruraux. Donc il y avait déjà une base en quelque sorte. Voilà, dans ma région, à l'époque. La province du Sourou. Dans la province du Sourou-Nayala, parce que le Nayala n'existait pas, dans la province du Grand Sourou. En grande partie, ce sont les chefs scouts qui animaient la vie des villages, qui se sont retrouvés à Tougan avec ceux de l'actuel Sourou. Et mon nom est venu vraiment de chez moi, de Kembara, mais c'est ceux du Nayala. Votre village natal. Mon village natal, Kembara, mais c'est ceux du Nayala qui ont appuyé avec force parce que nous avons travaillé sur le terrain ensemble. On a posé un certain nombre d'actes, notamment la construction du pont de Coin. Le pont de Coin est un endroit pendant l'hivernage qui empêche les déplacements de façon convenable. Donc, quand j'étais permanent national des scouts à Bobo, j'ai amené des vivres et nous avons pendant 10 jours essayé avec nos cailloux, avec des cailloux. Il y avait plein de serpents, mais pendant 10 jours, nous avons campé en brousse. Donc le scoutisme a résumé à contribuer à propulser votre carrière. Ainsi que le pont de Massako, je ne peux pas ne pas dire cela. Le scoutisme a propulsé ma carrière, non seulement à travers des actions comme ça, mais à travers également la connaissance de beaucoup de camarades qui sont à des postes de responsabilité, qui ont occupé, et je pourrais dire depuis la Haute-Volta, je ne connais pas tous les gouvernements, mais la plupart des gouvernements, il y a 1 ou 2 ou 3 scouts. Et ça a été un adjuvant important, le mouvement scout, dans ma carrière. Maintenant, sur le terrain, peut-être les actions posées pendant la période politique a joué pour que peut-être la carrière prenne cet élan. Vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Sané Mohamed Topan est notre invité. Il a été ministre, député, ambassadeur, instituteur de formation, professeur de lycée et collège. Alors, la question, justement, d'instituteur, surveillant, professeur de lycée et collège, ministre, député, ambassadeur, 2 fois directeur de cabinet du président du Faso. Duquel de ces postes-là vous vous êtes senti plus utile à la nation? Plus utile à la nation, il n'y a pas de plus utile. Partout où vous êtes, si vous travaillez avec conscience, si vous travaillez avec dévouement, vous servez la nation. Où vous vous êtes senti le plus à l'aise? Je vous ai dit, sentimentalement, mon cœur est resté en classe, c'est vrai. Et mon projet, c'était d'avoir une école primaire. Mais la manière de partir m'a laissé réfléchir et peut-être je me suis tourné vers l'agriculture. J'ai une plantation d'arbres, ça aussi c'est le mouvement scout. Une plantation d'arbres où je passe beaucoup plus le temps, à Dédougou, au bord du fleuve Moun. Mais en servant comme député, c'est les lois. J'ai apporté ma contribution dans l'élaboration et dans l'adoption des lois. Moi-même, j'ai eu l'honneur de proposer une loi qui est passée concernant les enfants. Puis, bon, on ne peut pas être si modeste pour dire j'ai servi au plus haut auprès du président du Faso. C'est exaltant, c'est un poste de grande confiance, c'est très délicat. Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Je crois qu'à ce niveau, j'ai essayé d'apporter ma contribution parce qu'il faut servir à ce poste avec un esprit ouvert. C'est le président de tous les Burkinabés, sans exception. Il faut en tenir compte pour ne pas fermer de porte. S'il t'a fait confiance à ce niveau, je crois avoir joué un rôle à ce niveau, surtout la première fois. La deuxième et justement, fois, vous avez occupé ce poste 2 fois, 96-99. Oui. Et la deuxième fois, elle a été courte, Oui, de janvier voilà. 2014 jusqu'à l'insurrection 2014. Tout à Vous fait. êtes donc le dernier directeur de cabinet de l'ancien président, maintenant Blaise Compaoré.
C'est vrai, je dirais je suis le dernier directeur de cabinet du président Blaise Compaoré. Bon, il ne faut pas fermer la porte. Peut-être bien... Qu'il y aura une troisième fois. Tant qu'il aura la vie, non, pas forcément moi. Peut-être qu'il pourra un jour venir comme président. Je ne ferme pas la porte, mais je ne dis pas que c'est ce qu'il souhaite. Moi, j'ouvre la porte. Et ça, c'est par reconnaissance. Dans tous les cas, si ça vient de vous, peut-être qu'il sait apprendre au sérieux. Ah non, 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 point du tout. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Il ne m'a jamais rien dit. Bien au contraire, il est très soucieux de l'état du pays. J'ai eu l'occasion et il se préoccupe beaucoup. Il se dit, parce que c'est humain. Tu ne peux pas donner toute ta jeunesse et puis voir détruire. C'est difficile de voir détruire. Je ne fais pas ici des éloges, mais il a sacrifié sa vie. Lorsqu'on est président, et ça c'est tous les présidents à travers le monde, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps pour soi-même, on n'a pas de temps pour sa famille, on n'a pas de temps pour ses enfants. Et ça c'est un grand sacrifice, parce qu'on se sacrifie pour la nation. Et ça c'est très important. Après cela, lorsque tu vois la destruction, et Dieu merci qu'il n'y ait pas... Il ne faut pas que ça se détruise, parce que je le dis du fond du cœur, on ne peut pas ne pas être préoccupé, on ne peut pas ne pas être anxieux, on ne peut pas ne pas être soucieux. Et c'est en ces termes que je dis, voilà. Alors justement, vous, 2 fois directeur de cabinet du président du Faso, c'est une première sous Blaise Compaoré. Déjà, quels étaient vos rapports pour qu'il vous fasse autant confiance, M. Topa? Non, ce n'est pas une première pour Blaise Compaoré. Il y a eu 2 de ces directeurs de cabinet, c'est vrai, il n'en a pas eu beaucoup. Le premier, c'était Salif Diallo, suivi de Saré, paix à l'âme de Saré, un frère scout très dévoué, à l'époque en tout cas très dévoué, avec un esprit de sacrifice. Saré a été 2 fois directeur de cabinet. Moi, je suis allé, et c'est avec Saré qu'on a fait la passation de service. Le président vit, lorsqu'il m'a, pour la 2e fois, il m'a dit que je devais quitter le cabinet pour aller à l'emploi, au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Je dis parce que le président vit. Ma première question c'était, mais qu'est-ce que vous faites de Saré? Je dis, c'est un ami. Je suis venu à sa suite en 1996 au cabinet auprès de vous. Cette fois-ci, vous me demandez d'aller encore comme ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Qu'est-ce que vous faites de Saré? Et en le regardant, parce que vous savez, c'est mon parent à plaisanterie, même si c'est le président du Faso. Quand il y a des choses, parfois je le lui dis, en regardant bien dans ses yeux. Il m'a dit, ne t'occupe pas de ça, je m'occupe de Saré. Mais sache que je ne le laisse pas, il ne va pas rester. Donc c'est dit, nous étions 2. Saré également, pour la 2e fois. Avait eu cette chance. Il a eu cette chance, mais il n'a pas eu la chance de poursuivre. Je crois que quand il est revenu la 2e fois, c'est 7 mois plus tard ou 8 mois que Dieu l'a rappelé. Paix à son âme. Voilà. Nous avons été 2 à être... et à ma suite, Yero est venu comme directeur de cabinet, Assimi, et je suis revenu pour la 2e fois. Voilà ce que je peux dire. Est-ce la confiance? Est-ce autre chose? Aujourd'hui, est-ce qu'il y avait des rapports particuliers avec lui? Non, pour la première fois, je suis sur une antenne. Je sais qu'il peut être à l'écoute. Pour la première fois, avec tout le respect que j'ai pour le président du Faso, même si je ne le dis pas, il sait que et là, c'était en 1996. C'était en 1996. J'étais député. Je venais de passer la main à un autre président de commission parce que quand je suis resté à l'Assemblée, je suis resté président de commission des affaires sociales à l'époque et culturelles. Puis le président m'a fait appeler un jour par quelqu'un par la suite qui est venu comme directeur de cabinet. Je vais parler du ministre Boli Yero, qui m'a dit le président vous reçoit. Il n'était pas directeur de cabinet à l'époque, il était membre du gouvernement. Mais c'est lui qui m'a saisi, qui m'a dit le président vous attend à 9h à la présidence. Le lendemain? Le lendemain. Et je me suis rendu. Et le président m'a, après les civilités, il m'a donc dit qu'il souhaitait que je vienne comme directeur de cabinet à la présidence. C'est vrai, quand ça tombe comme ça, vous ne savez pas parce que je l'ai regardé en samo. Nous avons toujours appris à regarder, comme ça. Le Mossi ne regarde pas, il baisse les yeux.
Bon, là, ce sont vos parents présentés. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Vous ne me connaissez même pas du tout. Il dit, qu'est-ce qui te fait dire que je ne vous connais pas? Donc, oui, je dis, est-ce que je peux avoir un temps de réflexion? Il m'a dit, je vais annoncer tout à l'heure en conseil. C'était le jour du conseil des ministres? C'était un jour 24 heures avant? Non, c'était le jour du conseil. Donc, vous avez été informé quelques heures avant? Et je suis allé, je lui ai dit, si c'est ça, je vais aller au village au moins en parler à mes parents. Et j'ai été au village et effectivement, le soir, on a annoncé. Sinon, on n'avait pas de... Je le dis très franchement, on n'avait pas de proximité. C'était pas un ami, c'est pas un non, point du camarade, tout. Vous l'avez pas côtoyé particulièrement? Non, ce sont nos aînés. Ce sont nos aînés. C'est vrai, il a fait l'école normale. Moi, j'ai fait le cours normal. Mais on ne s'est pas retrouvés sur les bancs ensemble. Et on n'avait pas eu d'occasion en privé. Bon, c'est suite peut-être à ces observations et peut-être à mes interventions aussi à l'Assemblée. Parce que le SAMO, de façon générale, est libre d'esprit. Il dit ce qu'il pense et il dit après, coupe ma tête si tu veux, mais je te dis ce que je pense. Alors, et il peut témoigner que je lui ai toujours dit ce que je pense avec beaucoup de respect, Et quand c'est assez difficile à dire, je lui dis, c'est le président, ce n'est pas le directeur de cabinet qui vous parle, c'est le SAMO qui parle à son Mossi. Et je dis, en le regardant bien fixement, on rit ensemble, bon, et puis ça passe. Alors, il y a eu cette deuxième fois qui a été de courte durée, effectivement. Justement, à propos d'anecdotes, quel a été votre dernier entretien avant l'insurrection d'octobre 2014? Avant l'insurrection, vous savez, il m'a toujours fait l'honneur de me recevoir chaque fois que j'exprimais, sauf quand il est en audience. Mais chaque fois que j'ai souhaité voir le président, les gens peut-être le voient avec un autre regard. Ça me permet de parler de l'homme. C'est un homme affable. Pour moi, un homme pas difficile à vivre, pas difficile sur plein de points. Donc, je pourrais peut-être vous parler de mon dernier entretien avant son départ du pays, avant l'insurrection, pratiquement tous les jours, à tout moment. Après les manifestations, on se voyait, on échangeait. Jusqu'au 31 octobre 2014, avant son départ? Avant son départ, non, je ne l'ai pas vu le 31 dans la matinée, mais il m'a fait dire qu'il... Voilà, il est parti. Mais le 30, lorsque les événements sont survenus, je ne peux pas rentrer dans tous les détails pour des raisons qui me sont propres. Nous sommes, dès qu'il y a eu le monde vers la présidence, vers l'hôtel. L'Assemblée nationale était déjà à Sac. Oui, et moi j'étais à la présidence. Je veux dire à la présidence du Faso au niveau de l'immeuble. Je me suis assuré que mes collaborateurs partent. Je le dis parce qu'ils vivent. Je suis descendu accompagner mon chef de cabinet personnellement en disant, tu es jeune, moi j'ai des enfants qui sont grands. Mon avenir c'est peut-être après moi. Mais vous devez partir. Je peux dire ceux qui sont restés avec moi, mon chef de cabinet, je lui rends un hommage exceptionnel. Et un des chargés de mission à la présidence, ils étaient deux, je les ai accompagnés. Je dis, allez chercher vos véhicules. Tant que vous n'allez pas franchir la porte de la présidence, je ne vais pas quitter. Là où il y a les gendarmes toujours en faction. Ils sont partis, je suis remonté et j'ai rejoint le président là où il était. J'ai quitté le grand bâtiment, je l'ai rejoint. J'ai trouvé là-bas un de vos collègues d'une grande bravoure. Je veux parler de Sakandé, à qui je rends hommage également. Et ensemble, nous sommes restés. C'était le dernier cercle. Il y avait un autre civil que je tais son nom. Sinon, les autres, c'était le corps habillé. Et nous sommes restés. M. Sonkalo Ouattara est venu nous trouver, qui était à l'époque président de l'Assemblée. Voilà. Et puis, je passe le reste sous silence. À un moment donné, le président lui-même a confié qu'il devait rencontrer les jeunes. Je crois que c'était les Hervé. Hervé Ouattara. Voilà. Et il nous a dit, on peut rentrer. Puis par la suite, il m'a appelé en disant, il veut s'adresser à la nation, si je peux faire une proposition. Ce qui est du devoir du directeur de cabinet. J'ai préparé quelque chose. J'ai eu le temps de venir prévenir ma femme en disant, je suis en bonne santé, qu'elle pouvait peut-être se déplacer chez un cousin ou quelqu'un d'autre dans le quartier, parce qu'on n'est pas à l'abri de tout ce que nous savons. Je profite de votre antenne pour encore dire du fond du cœur
toute ma reconnaissance à toutes les personnes ressources de Somgandé, hommes, femmes, enfants, sans exception, pour leur soutien. Et puis, j'ai préparé le mot. Dès que j'étais prêt, à 18h, j'ai appelé l'aide de camp. Et j'ai encore traversé la ville, j'ai traversé les gens qui étaient encore là, avec tous les risques. Puis, il s'est adressé à la nation. Après cela, je l'ai accompagné au bureau. Comment était-il? Très serein. Très serein. Vous savez, le président Blaise, c'est pas quelqu'un qu'on ébranle comme ça. Je le dis très serein, puisqu'il était préparé. Lorsqu'il m'a dit il faut préparer le mot, le message à la nation, pendant tout le temps, il a lu, il a relu, il m'a dit enlève ça, ajoute ça. Et puis, il est venu lire. Le discours a été enregistré. Vos collègues d'ailleurs de BF1 et de Canal 3 à l'époque. Chacun, un avait un journaliste, l'autre avait le technicien, puisque la télé avait été saccagée. Et le président m'a dit, à défaut, prioritairement, une des télés du pays. Sinon, bon, vous faites appel à France 24. Puisque de toute façon, il ne voulait pas que les événements dérapent jusqu'à ce point. Il a dit, pas de sang versé. Ce qu'ils veulent, je sais. Si on pousse les enfants à venir jusqu'à la présidence, c'est un camp militaire, juste. Les militaires vont riposter. Il était prêt à partir. Donc, c'est dire, quand les gens croient que c'est quelqu'un qui s'accroche au pouvoir, je n'ai pas senti ça. Il a fait 27 ans quand même au pouvoir. Oui, mais il a fait 27 ans au pouvoir. Il se dit qu'il y avait des défis à relever. C'est vrai que chaque gouvernement a apporté sa contribution depuis 1960. Je reconnais ça, chacun a fait. Aujourd'hui, lorsqu'on voit certaines actions, n'oublions pas que des gens se sont battus contre le colonisateur pour avoir l'indépendance. Très souvent, on oublie cela. Très souvent, on oublie qu'à l'indépendance, on n'avait pas les bâtiments que nous voyons. Que c'est Maurice Yamego qui a pris des initiatives, suivi de Lamizana, qui a, pendant les 14 ans, les principaux bâtiments au niveau de Koulouba, c'était avec lui. Les écoles, ensuite. Chacun a apporté sa contribution. Voilà, que Césarbo est venu consolider, même s'il n'a pas eu 2 ans pleins, et que Jean-Baptiste, qui a été éphémère, mais a apporté sa contribution avant que Tom Sank ne vienne. Sur le président Thomas Sankara, je dirais, l'accent important, c'est l'éveil des consciences, c'est l'élan, la ferveur, tout ce qu'il a donné comme ambition aux jeunes. Mais quand vous regardez les réalisations, j'ai été moi-même CDR, je ne me gêne pas de le dire. On a contribué à construire les cités. Mais aujourd'hui, ces cités n'existent pas. Parce qu'on a construit un banco, avec le temps, ça tombe, mais ça nous a donné l'envie de faire plus. Et Blaise, pendant ces 27 ans, a consolidé, a élargi l'offre éducative dans un contexte très difficile. À l'époque, rappelez-vous, aujourd'hui, on finance les écoles. On finance les écoles secondaires particulièrement. Avant, la Banque mondiale, le FMI, ne permettait pas qu'on le fasse. C'était l'école primaire. Parce que l'éducation pour tous, Jom Tien, l'objectif visé, c'était 2000. L'éducation pour tous. Alors, Sané Mohamed, on va revenir sur un détail. Vous dites que quand l'occasion s'y prête, vous lui dites ce que vous pensez. On va revenir sur cet épisode de la modification de l'article 37. Qu'est-ce que vous lui avez dit par rapport à ce point précis? Si vous voulez, je réserve mon point de vue, mais je lui ai dit ce que je pensais très sincèrement. À l'époque, qu'est-ce que vous pensiez de la modification de l'article 37? Non, je le lui ai dit. Au moment où le processus commençait, je n'étais pas directeur de cabinet, j'étais à Bamako, j'étais ambassadeur. Vous avez pris le train en cours en janvier 2014? J'ai pris le train en cours et n'empêche, je lui ai dit ce que je pense, mais je le dirai à une autre émission si vous voulez. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes bien sur Radio Liberté 92.8 FM. Vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Sané Mohamed Topan est notre invité, ancien ministre, ancien député, ancien ambassadeur du Burkina Faso en Guinée-Conakry, au Mali et au Niger, avec pour résidence Bamako. On va s'arrêter sur ce chapitre parce que vous êtes resté 11 ans comme ambassadeur dans ces 3 pays avec résidence Bamako. Déjà, comment cela s'est passé au niveau de ce poste à Bamako? Merci de me donner l'occasion de parler un peu de cette carrière diplomatique, même si je suis rentré par effraction. Je ne suis pas diplomate de carrière, mais j'ai fait exactement 10 ans et 6 mois, parce que j'ai présenté mes lettres de créance le 24 avril 2003 et j'ai quitté les fonctions d'ambassadeur le 26 octobre pour regagner Ouagadougou. Et le général Loué est allé quelques mois après moi au
Kodjo. Non, pas Kwame. Voilà, le jeune. Kwame l'aîné. Non, ça a été une période de conviction. Je travaillais, je précise bien, je ne suis pas diplomate de carrière, même si mes fonctions me permettaient de travailler avec les diplomates, parce que le directeur de cabinet assiste le président du FASO dans ses prérogatives, et surtout la diplomatie et tout ce qui s'ensuit. Et donc j'ai travaillé avec les ambassadeurs. Et lorsque j'ai pris fonction, je dirais, pour aller sur les grandes lignes, de 2004 jusqu'à ce que je quitte, les commissions mixtes se sont tenues de façon régulière. J'ai organisé la commission mixte Burkina-Mali et c'est une instance de décision et d'action par rapport à tout ce qu'il y a comme intérêt commun ou projet commun. Tout à fait. Régulièrement, sans exception, les commissions mixtes se sont tenues. Les comités d'évaluation qui se tiennent chaque année pour voir à mi-parcours ce qui est fait, se sont tenus sans exception. Et j'ai même réussi à tenir la première commission avec la Guinée, parce qu'on n'avait jamais tenu cela. Et avec le Niger, on a tenu également 2 commissions mixtes. Étant donné qu'on n'est pas résident, cela ne se faisait pas. Maintenant, en plus des commissions mixtes qui nous permettaient de voir toujours les relations entre les 2 pays voisins, Mali, Burkina, Niger, Burkina. La Guinée, nous n'avons pas de frontière directement, mais c'est un pays frère. Et vous voyez, les relations étaient très bonnes avec la Guinée. Le président Blaise Compaoré et le président Alpha avaient des relations au-delà de ce qui est officiel. C'était l'opposant qui était à Ouagadougou. Bon, je n'ai pas dit ça exactement, mais il venait souvent à Ouaga. Il était à Ouaga quand il était dans l'opposition. Et même président, il nous a fait l'honneur d'une visite officielle, ou même 2, je veux dire. Et moi-même, j'ai quitté Bamako pour l'accompagner ici. Alors, au-delà de cela, j'avais mis également l'accent sur l'aspect culturel. Parce que ce qui peut nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous apprécier, c'était le culturel. Et pratiquement chaque année, on organisait la fête nationale avec un volet culturel, l'exposition soit du Faso d'Anfani, des objets d'art. Et j'ai même créé une fois, on l'avait dénommé le week-end culturel au Mali, où j'ai fait venir des troupes de danse et également avec la collaboration des troupes maliennes. C'est vrai que vers la fin, il y a eu ce qu'on a appelé donc la crise malienne avec le départ 2012, le départ d'ATT. Et là, le Burkina, à la demande de la CEDEAO, a joué un rôle de médiateur. Cela a propulsé un peu les démarches diplomatiques. Nous avons négocié sur instruction du président du FASO, médiateur dans la crise malienne, qui était toujours représenté par le ministre Bassolé. Nous avons négocié pratiquement en une semaine, 10 jours, l'accord avec la junte. Et la junte a accepté de remettre le pouvoir aux civils. Et ça, c'est très important. Des gens qui arrivent à prendre le pouvoir par la force et par la persuasion, nous avons réussi à faire en sorte qu'ils acceptent de remettre le pouvoir au président de l'Assemblée, qui était à l'époque M. Diankounda Traoré, qui se trouvait hors du pays. Et le Burkina devait faire revenir Diankounda. Il est passé par Ouaga et personnellement, je l'ai accueilli au port de son avion, à l'atterrissage à Bamako, avec Bassolé et la partie malienne, puisque nous étions médiateurs. Et par la suite, nous avons suivi les péripéties et c'est l'accord, les pourparlers de Ouagadougou qui ont permis de rentrer en contact avec les acteurs sur le terrain, les belligérants, et pour que l'élection présidentielle puisse se dérouler en 2013. Et très souvent, les gens font des amalgames. Est-ce à dessein? Est-ce parce qu'ils n'ont pas l'information? Mais c'est à la demande de la communauté sous-régionale et internationale. Parce que les pourparlers de Ouaga et les différents contacts avec ceux du MNLA
et d'autres. Le Mouvement national de libération de l'Azawad. Voilà, et d'autres partenaires qui étaient en conflit avec le gouvernement officiel du Mali, c'est sur la demande de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, que le Burkina a pris langue avec tous les belligérants pour avoir une ambiance qui permettait la tenue des élections. Et justement, avec cette crise malienne que vous évoquez, comment vous vivez le fait qu'il y ait cette accusation justement que le Burkina Faso était de collusion avec les groupes armés et on a même senti cette perception à Bamako? Disons, on a senti la perception parce que lorsque vous avez un conflit... Parce qu'on disait que c'est le Burkina qui héberge des rebelles, voilà, et qui alimentait, qui était le refuge en quelque sorte de ces rebelles-là. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, si vous êtes médiateur et que vous voulez que les gens se parlent, il faut bien les accueillir. Il faut bien les accueillir chez vous et demander au gouvernement de venir. Est-ce cela le pacte avec les groupes armés dont on fait quand on disait que le Burkina était un pays de paix parce qu'il y avait le pacte avec les groupes armés? Non, on n'a pas signé un pacte en tant que tel, mais le fait de les abriter au Burkina pour que les discussions fructueuses aient lieu, mais aujourd'hui, c'est de bonne guerre qu'on tourne ça comme si c'était un pacte. Je dis bien qu'on tourne. Mais vous-même, vous avez été témoin de ces négociations, de ces accords justement intermaliens. Oui. Il y a certains acteurs de groupes armés qui ont retourné les vestes, qui sont devenus, qui se disent djihadistes. Non, personnellement, non. Aujourd'hui, lorsque vous regardez Agali, qui est Iyad Agali, qui était à Ouaga pour les négociations. Non, Iyad Agali n'est pas venu à Ouaga. Il n'est pas venu à Ouaga. Non, je suis formel. Iyad Agali n'a jamais mis pied à Ouaga. S'il vient la nuit, moi je ne sais pas. Mais officiellement, il ne faisait pas partie des délégations. Non, il ne faisait pas partie des délégations. Iyad ne faisait pas partie des délégations. Et ça, vous pouvez, les documents existent, vous pouvez les vérifier. Mais je dis c'est à dessein que les gens, effectivement, agitent ça parce que c'est vrai, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était en même temps l'envoyé spécial de l'OCI auprès de tous les États du Sahel, a dû faire un déplacement. Djibril Bassolé. Oui, il a dû faire un déplacement spécial sur Kidal, sur Gao, pour essayer de créer les conditions humanitaires afin que Gao puisse être ravitaillé, puisque les terroristes ou les groupes armés y étaient, et a rencontré Iyad Agali sur place là-bas pour que les conditions soient créées pour que l'élection se fasse. Au lieu de voir ça même en gain, mais les gens l'utilisent comme s'il y avait à l'époque des groupes qui écumaient au niveau du Burkina Faso. Non, à l'époque, on n'avait pas d'attaque. Et ça s'inscrivait dans les pourparlers de Ouagadougou pour obtenir un cadre acceptable pour créer un climat qui allait permettre des élections acceptables de tous. Alors, Sané Mohamed Topa, on est en train de s'achever vers la fin de l'émission. Est-ce que de Bamako, déjà, lorsque vous occupez ce poste-là, vous voyez venir que le Burkina risquait de s'embraser après le Mali? Nous en parlerons dans une autre émission, si vous voulez. Vous voulez pas répondre? Avec peut-être des documents à l'appui, cette question. Parce que... Pour le moment, vous ne voulez pas répondre? Non, je ne sais pas que je ne vais pas répondre, mais nous allons à la fin. Peut-être qu'il y a d'autres questions plus intéressantes. En attendant, cette question vous est adressée, on vous demande la réponse. Mais bien sûr, le président le disait d'ailleurs, lorsque la case d'autrui prend feu, il faut amener son seau d'eau pour éteindre. Qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque pour éviter que le Burkina ne s'embrase? Non, on n'a absolument rien fait de concret. Je veux dire, lorsque il y a un incendie, non loin de chez toi, il faut soit balayer, créer les pare-feux ou faire en sorte d'aller éteindre pour que le feu ne franchisse pas le champ de l'autre pour arriver chez vous. Alors, un mot sur le 3 janvier 1966, ça fait 54 ans, nous sommes en 2020, qu'il y a eu le soulèvement populaire qui a abouti au départ du premier président Maurice Yamégo. Déjà, quel sens donnez-vous à cette date historique, le 3 janvier 1966, qui est commémoré, qui est jour férié au Burkina? C'est vrai, cela fait 54 ans. Ça veut dire quand cet événement survenait, je n'avais que la dizaine d'années. Parler de cela avec connaissance, c'est difficile. Je parle à l'aune des lectures ou des témoignages que j'ai eus sur cette date historique.
Elle est historique parce que ça marque quand même le premier soulèvement populaire qui a fait partir un gouvernement élu, même si à l'époque on était à l'époque des partis uniques en Afrique de façon générale. C'est vrai, quand un événement survient, l'interprétation est polysémique. Les syndicats, à raison, en font leur journée parce qu'ils ont joué un rôle moteur. Mais je dirais les femmes pourraient aussi en faire une journée historique parce que certaines femmes à l'époque ont joué des rôles de premier plan. Les hommes politiques de l'époque également n'étaient pas en reste dans cette opération. Les hommes politiques de l'opposition clandestine, cela s'entend. Donc, je dirais, ça a été une journée historique. Et pour le syndicalisme, cela les a revigorés, a donné beaucoup plus d'énergie et de force aux syndicats. Et j'apprécie cela parce que lorsque j'étais moi-même ministre, partenaire des syndicats au niveau de l'emploi et du travail, j'ai eu l'occasion de travailler avec le général Tolé à l'époque. Tolé Sagnon, ancien secrétaire général de la CGT. À qui je fais un clin d'œil parce qu'aujourd'hui, il porte un bonnet rouge. Moi, je porte un bonnet blanc. Mon bonnet, il est blanc, même si vos auditeurs ne le voient pas. Il est chef de sa communauté, comme quoi on doit s'engager à tout point de vue. Il s'est beaucoup engagé au niveau syndical. Aujourd'hui, c'est au niveau de la chefferie traditionnelle. Donc, aujourd'hui, c'est Bassolma, Bazier, qui continue. Bien sûr, je ne peux pas oublier mes anciens secrétaires généraux avec qui j'ai travaillé. Je parle de Baba du Sénéav à l'époque, parce que j'ai été militant du Sénéav. Je parle de Bila Panyingba, je parle de Kindo Almissi, qui est en vie. Bila, malheureusement, n'est plus de ce monde, paix à son âme. Je pense à tous ces syndicalistes, Boniface et autres, qui ont fait de la journée du 3 et surtout des grèves historiques de 1975. J'étais déjà au cours normal, très engagé et avec beaucoup d'énergie. Le 3 janvier, donc, mérite d'être commémoré et fêté, même si, à titre personnel, je me dis, nous avons beaucoup de jours fériés au Burkina. Il faut travailler beaucoup plus pour créer la richesse. L'Assemblée nationale, justement, est en train de réfléchir sur la question, s'il faut diminuer, il faut dégraisser un peu. J'ai défendu le projet de loi sur les fêtes nationales à l'Assemblée nationale. À l'époque, j'étais ministre des Relations avec le Parlement, mais je l'ai défendu avec les fêtes qui y sont. Et mieux, on avait ajouté une fête en plus, une fête religieuse. Et Alice, qui était Madame le ministre Alice, était au niveau de l'Assemblée à l'époque. On a échangé même sur le 8 mars parce qu'il y avait une vision, mais elle s'est battue pour que le 8 mars soit conservé. Moi, je ne parlais pas en tant qu'individu, je parlais en tant que ministre. Alors, une question, on va vous demander juste une lecture comparative. Vous avez parlé du 3 janvier 1966, le 31 octobre 2014. Quelle lecture comparative faites-vous? Parce que soulèvement populaire, insurrection populaire, deux présidents qui partent à la suite du mouvement de population. Oui, ce ne sont pas les mêmes contextes. Vous savez que la politique, c'est la gestion des opportunités. Et c'est un art, c'est vrai, c'est une science, mais on gère les opportunités. Le 3 janvier n'est pas totalement comparable au 31 octobre 2014. Qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, les contextes ont changé. Et ensuite, le reste a une autre émission. Voilà. Vous préférez garder beaucoup pour d'autres émissions? Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup à dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'invité de la semaine s'achève. Je voudrais clore peut-être mes propos en revenant sur le premier mot, le pardon. Je voudrais terminer par le pardon et l'appel au pardon au niveau de tous les Burkinabés et particulièrement de ceux qui ont la destinée du Burkina aujourd'hui. Il faut qu'ils s'élèvent, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils pardonnent et permettent à chaque Burkinabé, où qu'il soit, de donner sa contribution, surtout dans ce contexte particulier. Point final pour l'invité de la semaine, le premier de cette année 2020. Sané Mohamed Topan était l'invité, instituteur de formation, surveillant, professeur de lycée et collège, ministre, député, ambassadeur, 2 fois directeur de cabinet. Sané Mohamed Topan, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre première interview depuis votre départ un peu précipité de la présidence. Oui, je dirais pour être honnête que je suis intervenu 2 fois
à la demande de mon chef, le chef Mélégué, et de Béatrice Damiba, lorsqu'ils passaient comme invités d'honneur dans leurs régions respectives. Merci pour l'honneur fait à Radio Liberté alors. C'est moi qui suis sensible à l'honneur que Radio Liberté me fait et je me suis fait le plaisir de venir. Tiona Sanogo était à la technique. Devant ce micro, Atiana Serge Joulon. Une fois de plus, nous vous renouvelons nos vœux de bonne année 2020 et prenons l'engagement d'encore faire mieux pour pouvoir vous satisfaire. Bonne suite de programme sur la 92.8 FM et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'invité de la semaine avec un nouvel invité.